L'hiver 1851 touche Londres de plein fouet, et dans un studio glacial, une jeune femme de 19 ans est allongée, immobile, dans une baignoire remplie d'eau. Sous la baignoire, des lampes à huile sont censées maintenir l'eau tiède. Elles s'éteignent. Personne ne le remarque. Le peintre, penché sur sa toile, reproduit chaque pli du tissu avec une minutie presque maladive. Les heures passent. La jeune femme ne dit rien. Elle ne bouge pas. Elle a peur de briser la pause. Quand la séance se termine enfin, elle est glacée jusqu'aux os. Quelques jours plus tard, elle est clouée au lit par une pneumonie sévère. Le médecin qui vient la soigner lui prescrit un remède très courant à l'époque victorienne, une teinture d'opium, le laudanum. Cette même séance lui vaut donc, presque directement, sa première ordonnance de narcotique. 10 ans plus tard, c'est ce même poison qui la tuera. Ce tableau, aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux jamais peints en Angleterre, a peut-être déclenché la première étape d'une chaîne tragique qui allait une décennie plus tard se refermer sur son modèle. Regardez cette scène, une jeune femme flotte sur le dos, portée par le courant d'une rivière étroite, entourée d'une végétation presque étouffante de densité. Son visage est d'une pâleur irréelle, encadré de cheveux cuivrés, ses yeux fixent le ciel. Sa bouche est entr'ouverte, comme si elle chantait, ou comme si elle venait de pousser un dernier souffle. Tout, dans cette composition, respire la sérénité, pas de lutte, pas de panique, juste un abandon total au courant. On pourrait presque croire à une sieste, mais restez un instant de plus. Regardez la partie basse de la robe. Elle disparaît déjà sous l'eau trouble, alors que le visage flotte encore, paisible, à la surface. Cette contradiction, le calme du visage et le poids qu'il entraîne, est la première clé de ce tableau. Pour comprendre cette clé, il faut d'abord savoir dans quelles conditions cette toile est née, parce que le contexte change tout. John Everett Millais n'a que 22 ans lorsqu'il entreprend ce projet, entre 1851 et 1852. Il est l'un des fondateurs d'un groupe de jeunes rebelles, la confrérie préraphaélite, qui rejette en bloc les conventions de l'Académie de peinture. Leur règle s'appelle la vérité à la nature. Chaque brindille, chaque pétale doit être copié avec fidélité. Pour peindre le décor de cette rivière, Millais s'installe pendant 5 mois, de juillet à octobre 1851, sur les bords de la rivière Oxmill, dans le comté de Surrey. Il travaille jusqu'à 11 heures par jour, 6 jours sur 7, assis sous un minuscule parapluie, harcelé par les mouches, battu par le vent, et menacé par des fermiers furieux qu'ils piétinent leurs champs de foin. Ce séjour interminable au bord de l'eau lui convenait peut-être mieux qu'à un autre homme. Millais était pêcheur depuis l'enfance, une passion transmise par son grand-père, et cela explique en partie pourquoi il pouvait rester assis des journées entières sans jamais se lasser du moindre reflet sur l'eau. Certains critiques de l'époque disaient d'ailleurs de ce paysage qu'il ressemblait au rêve d'un pêcheur à la ligne, tant chaque détail botanique y était rendu avec exactitude. Pendant ce temps, la toile reste vide en son centre. Millais peint tout le paysage avant même de savoir précisément qui posera pour la figure centrale. Ce n'est qu'en hiver, de retour à Londres, qu'il fait appel à une jeune chapelière du nom d'Elizabeth Siddal. C'est elle qui deviendra le visage flottant sur l'eau. Et c'est cette séance hivernale, dans une baignoire refroidie, sans que personne ne s'en aperçoive, qui va peser sur son destin, bien au-delà du cadre de la peinture. Le père d'Elizabeth, furieux d'apprendre l'état de santé de sa fille, menace même Millais d'un procès. L'affaire se règle par le versement de 50 livres sterling pour couvrir les frais médicaux, une somme considérable pour l'époque. Il faut dire qu'à cette période, la confrérie préraphaélite n'a pas bonne réputation. 1 an plus tôt, en 1850, l'écrivain Charles Dickens avait publié une critique féroce contre leur travail, le jugeant grotesque. Quand la toile est exposée à la Royal Academy, en 1852, les critiques se déchaînent à nouveau. Le journal The Times écrit qu'il doit y avoir quelque chose d'étrangement pervers dans une imagination capable de noyer Ophélie dans un fossé envahi de mauvaises herbes, privant sa mort de toute grâce. Le Morning Chronicle, à l'inverse, affirme que le talent de Millais frôle le génie et que le tableau frappe par son originalité. Ce que l'un décrit comme une perversion, l'autre le décrit comme une révélation. Le scandale n'a pas empêché la toile de trouver preneur. Un marchand d'art, Henri Farrer, l'achète pour 300 guinées
avant même son achèvement complet. Il faut noter aussi le format de cette toile, parce qu'il porte lui-même un sens. Le tableau mesure 76,2 cm sur 111,8 cm, un format horizontal, allongé, presque panoramique, inhabituel pour une figure humaine. Ce choix écrase littéralement Ophélie entre les deux rives. La rivière et la végétation occupent l'essentiel de l'espace, tandis que le corps semble comprimé dans une bande étroite, sans échappatoire possible. La composition elle-même raconte l'impuissance du personnage face à la nature qui l'entoure. L'incident de la baignoire suffirait déjà à rendre cette œuvre inquiétante. Pourtant, la toile elle-même contient une seconde histoire, écrite dans chaque détail. La robe, d'abord, c'est une ancienne robe de cérémonie richement brodée d'argent, achetée d'occasion par Millet pour 4 livres. Magnifique, mais lourde. Une robe ancienne, une fois gorgée d'eau, pèse un poids considérable. Ce n'est plus un simple vêtement, c'est un linceul qui tire méthodiquement le corps vers le fond. Le texte même de Shakespeare, dont cette scène est tirée, parle d'un vêtement alourdi qui entraîne la jeune femme vers une mort boueuse. Millet n'a rien inventé, il a rendu visible ce que le poète avait seulement suggéré par les mots. Au-dessus de la robe, en haut à gauche, presque invisible dans le feuillage du sol pleureur, un minuscule rouge-gorge est perché là. Personne ne le remarque au premier regard. Pourtant, cet oiseau renvoie directement à une chanson que l'Ophélie de Shakespeare fredonne, dans sa folie, juste avant sa mort. Pour les Victoriens, le rouge-gorge symbolisait aussi l'âme qui s'envole, un visiteur venu accompagner les défunts. Plus inquiétante encore est une forme qui apparaît sur la rive droite, derrière les branches. Certains spectateurs croient distinguer, dans le jeu d'ombre et de lumière du feuillage, la forme d'un crâne humain. Une fois qu'on vous l'a montré, il devient difficile de ne plus la voir. Mais rien ne prouve que Millet l'ait conçu volontairement. Aucune esquisse, aucune lettre ne mentionne un tel dessin. Il se peut tout simplement que l'œil humain, entraîné à chercher des visages, en ait produit un là où la nature n'avait laissé que des ombres. Nous y reviendrons parce que cette forme va nous accompagner jusqu'à la fin de cette histoire. La robe explique comment elle sombre. Les fleurs, elles, expliquent ce que cette mort signifie. Millet utilisait le langage victorien des fleurs, un code symbolique que le public de l'époque connaissait par cœur. Les orties autour du sol évoquent la douleur. Les pâquerettes près de la main droite parlent d'innocence. Les violettes en collier autour du cou annoncent la fidélité et la mort précoce. Une référence directe au mot d'Ophélie elle-même dans la pièce quand elle dit que ses violettes ont fané le jour où son père est mort. La reine des prés à gauche symbolise l'inutilité totale de cette fin. Chaque fleur raconte un fragment de l'histoire. Mais voici un détail que presque personne ne relève. Ces fleurs, toutes réunies sur la même toile, ne peuvent physiquement pas fleurir à la même saison. Certaines s'épanouissent au début du printemps, d'autres seulement en plein été. Ce bouquet impossible n'existe nulle part dans la nature. Millet, pourtant obsédé par l'exactitude botanique, a délibérément triché sur le calendrier pour que chaque symbole soit présent au même instant. La précision scientifique ici cache une pure construction symbolique. Au milieu de toutes ces fleurs, une seule ne vient pas du texte de Shakespeare. Nous y reviendrons bientôt, parce qu'elle porte le poids de toute cette histoire. Après les symboles, la matière. Car l'éclat presque surnaturel du tableau ne vient pas seulement de ses couleurs, mais d'une technique que peu de peintres de l'époque auraient eu la patience de suivre. La plupart des peintres de l'Académie travaillaient sur un fond sombre, brun ou gris, une méthode que les pré-raphaélites surnommaient avec mépris la peinture à la sauce. Millet choisit l'inverse. Il recouvre sa toile d'une couche de blanc de plomb, puis d'une seconde couche de blanc de zinc. Et chaque matin, il n'applique du blanc frais que sur la petite portion qu'il compte terminer ce jour-là. Il peint ensuite avec des pigments purs, directement sur ce fond blanc encore humide. La lumière traverse alors les fines couches de peinture et rebondit sur le fond clair, produisant un éclat presque vitrifié. C'est un travail de patience méthodique, digne d'un homme prêt à passer 11 heures par jour dans un champ
pour peindre une seule herbe correctement. Mais le corps d'Ophélie contredit le paysage qui l'entoure. Les bras écartés, les paumes ouvertes vers le ciel, le regard levé, la bouche entr'ouverte. Dans le langage corporel victorien, cette posture ne décrit pas une noyade agitée. Elle reprend, presque trait pour trait, l'iconographie religieuse des martyrs chrétiens au moment de leur extase finale. Certains spectateurs éduqués de l'époque l'ont reconnu immédiatement. Mais attribuer une posture de sainteté à une jeune femme folle, morte par accident, dans un tissu mouillé qui colle au corps et une bouche entr'ouverte dont l'érotisme reste à peine voilé, cela a choqué une partie du public conservateur. Sainteté ou sensualité déguisée? Peut-être Millet voulait-il justement brouiller cette frontière entre l'extase religieuse et l'extase charnelle. La lumière promet la chaleur. L'histoire de la pose raconte exactement l'inverse. Cette scène baignée de soleil doré donne l'impression d'un après-midi d'été paisible. Mais la vraie séance, celle qui a mis en danger la vie du modèle, s'est déroulée dans le froid glacial d'un studio londonien en plein hiver. La toile ment sur sa propre température. Il faut aussi parler de ce que Millet a effacé. L'analyse infrarouge et les rayons X de la toile montrent qu'il travaillait avec une confiance rare, presque sans jamais revenir sur ses choix. Une seule modification structurelle apparaît clairement. Un léger déplacement du tronc du sol. Mais ces carnets révèlent autre chose. Sur une version antérieure, un campagnol d'eau nageait juste à côté d'Ophélie, fidèlement copié d'après nature. Quand Millet a montré la toile inachevée à des proches du peintre, William Holman Hunt, personne n'a réussi à identifier l'animal. On l'a pris pour un lièvre, un lapin, même un chat. Vexé, Millet l'a recouvert de peinture. Son esquisse grossière existe pourtant toujours, cachée sous le cadre, dans un coin supérieur du tableau. À première vue, la toile semble suivre fidèlement le récit de Shakespeare. Mais Millet ne s'est pas contenté d'illustrer le texte. Il a ajouté des signes qui n'y figuraient pas. Et voici le plus troublant d'entre eux. Sur l'eau, entre les feuilles, quelques coquelicots rouges flottent parmi les autres fleurs. Ils ne figurent nulle part dans le texte original de Shakespeare pour cette scène. Millet les a ajoutés de sa propre initiative. Le coquelicot, dans le langage victorien, ne symbolisait pas seulement le sommeil éternel et la mort. C'était aussi, très concrètement, la plante dont on extrayait l'opium, cette substance vendue librement dans toutes les pharmacies d'Angleterre pour soigner la toux, les douleurs, l'insomnie, la mélancolie. Cette séance lui valut une pneumonie, puis une prescription de laudanum. 10 ans plus tard, c'est ce même narcotique qui la tuerait, à l'âge de 32 ans, par surdosage. Millet avait peint, sans peut-être totalement le savoir, une image qui allait ressembler à une prophétie une décennie avant qu'elle ne se réalise dans la vie réelle de son modèle. Je trouve personnellement troublant que ce détail, ajouté par pure liberté artistique, sans obligation littéraire, corresponde à ce point à ce qui allait suivre. Ce n'est probablement qu'une coïncidence macabre, mais elle est difficile à ignorer une fois qu'on la connaît. Elisabeth Siddal ne fut pas seulement le modèle de Millet. Elle devint aussi la compagne, puis l'épouse du peintre Dan Gabriel Rossetti, qui la dessina avec une insistance presque obsessionnelle, au point que son visage envahit une grande partie de son œuvre de jeunesse. Après sa mort, il continua pourtant à reconstruire son visage de mémoire, comme s'il cherchait moins à la représenter qu'à la retenir. Le geste le plus macabre vint 7 ans plus tard. Lors de l'enterrement, en 1862, Rossetti avait placé dans son cercueil l'unique manuscrit de plusieurs de ses poèmes en signe d'adieu. En 1869, décidé à les publier, il autorisa l'ouverture de la tombe afin de récupérer le volume. La légende raconte, depuis, que ses cheveux roux avaient continué de pousser sous terre, remplissant tout l'espace du cercueil. Une histoire sans doute exagérée, mais qui a suffi à transformer Elisabeth Siddal, déjà immortalisée comme Ophélie, en une figure presque mythologique du romantisme macabre. Ruskin défendait dans cette peinture la fidélité presque absolue au monde visible, une illustration scientifique de la nature et du texte de Shakespeare. Hélène Showalter, historienne féministe, replace au contraire Ophélie dans une longue tradition d'images où la folie féminine devient un spectacle esthétique offert au regard masculin. Mais ici, contrairement à un simple sujet de fiction, une femme réelle a aussi souffert physiquement pour produire cette beauté. Peut-être Elisabeth Siddal considérait-elle cette souffrance comme le prix de son entrée dans le monde des artistes. Mais nous n'avons aucune certitude
sur ce qu'elle pensait réellement de cette séance, ni de la suite. Alors une question demeure, et elle dépasse largement cette seule toile. Un créateur a-t-il le droit de sacrifier la santé, parfois la vie, d'un autre être humain au nom d'une beauté destinée à traverser les siècles? Cette toile ne répond pas à la question. Elle se contente de la poser, avec une jeune femme allongée dans l'eau froide, comme seul argument. Après la vente initiale à Henri Farrer, le tableau change plusieurs fois de main. Il appartient un temps à un collectionneur passionné de pré-raphaélites, avant d'être revendu en 1862 pour 748 guinées, plus du double de son prix d'origine. Il finit par rejoindre la collection d'un riche mécène, Sir Henry Tate, qui en fait don à la nation britannique en 1894. Depuis, la toile n'a jamais quitté les murs de la galerie qui porte son nom, sauf pour de rares tournées à l'étranger. Sa valeur d'assurance actuelle dépasse aujourd'hui les 30 millions de livres sterling, une somme sans commune mesure avec les 300 guinées versées à un jeune peintre de 22 ans. Reste cette forme, dissimulée dans les feuillages de la rive droite. Millet a tenu des carnets d'une précision méthodique pendant toute la création de cette œuvre. Il y détaille le prix de chaque tissu, la position de chaque fleur, ses disputes avec les fermiers du Surrey. Mais jamais, pas une seule fois, il ne mentionne un visage caché dans la végétation. Si ce n'était qu'un jeu de lumière et d'ombre, sans intention, il n'avait effectivement rien à en dire. Son silence ne permet donc pas de trancher, et laisse cette forme suspendue entre intention et hasard. La rivière continue de couler, silencieuse, presque indifférente au drame qu'elle a mis en scène il y a près de 2 siècles. La forme dans les feuillages regarde toujours vers vous, depuis la rive droite. Alors, à votre avis, ce visage dans les branches, est-il vraiment resté là, volontairement, comme un dernier avertissement du peintre, ou est-ce simplement votre œil qui, comme le nôtre peut-être, cherche un sens, là où la nature n'en a jamais offert ?